Bonjour, M. Parent. Hey, salut bien. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos bureaux. Oui, accueilli de façon plutôt... on voit là, qu'on est dans les derniers jours. Là, je suis en train de travailler à vider mon bureau. Là, je suis venu en jeans aujourd'hui. Là. Puis, on est décontracté, ça fait du bien. Oui, de plus en plus, effectivement. Bon. Alors, l'idée, c'est très simple. C'est de vous ouvrir nos pages et notre compte YouTube pour vous permettre de nous expliquer un peu quelle sorte de bilan vous faites des dernières 4 années. Mais j'aimerais ça, pour commencer, revenir à l'année précédente. Que vous nous disiez un peu comment ça s'est passé quand vous avez pris la décision en 2016 de prendre la relève de M. Forêt pour 1 an. Oui. Ah, ben ça a été... En fait, ce que tu soulèves là est directement associé à ma décision de ne pas solliciter un nouveau mandat. Parce que les gens qui ont travaillé avec moi beaucoup, là, ils savent là, que je suis un gars de principe, je suis un gars de parole. Puis moi, là, lorsque j'avais levé la main pour dire je vais remplacer la dernière année à Éric, compte tenu du fait qu'on se souvient, il y avait 2 conseillers qui étaient intéressés à se présenter à la mairie, c'était clair que moi, je le faisais pour cette période de temps-là. Mais les choses ont tellement changé dans cette année-là. Il y avait entre autres choses Chantal Pilon qui avait décidé de ne pas solliciter un mandat. Rodrigue Janca, qui lui avait identifié un intérêt à se présenter à la mairie, avait décidé également de ne pas solliciter un mandat. Et là, on s'est retrouvé avec un mouvement de fond là, au sein du conseil municipal, là, à l'effet que les conseillers, là, de façon unanime, sauf un, bien entendu, voulaient que je sollicite un mandat. Et finalement, là, j'ai accepté de le faire, je l'ai fait, j'ai remporté avec un fort pourcentage des élections. Mais dès ce moment-là, je savais que je ne ferais qu'un seul mandat parce que j'ai toujours ressenti là, profondément en dedans de moi un malaise par rapport au fait que j'avais brisé ma fameuse promesse, mon engagement. Fait que, honnêtement, là, ces temps-ci, je me sens plutôt bien. Là. Je suis très, très serein parce que surtout que dans les derniers mois, là, les choses vont extrêmement bien. On a réussi à régler plein de dossiers là, qu'on attendait de longue date. Et je pense que c'est le temps de passer le flambeau. Puis la ville est en bon état. Puis les membres autour de la table du conseil municipal, ceux qui sont là présentement, qui participent au comité plénier, il y avait vraiment une super belle dynamique depuis tout près de 2 ans maintenant. Non, franchement, je me sens bien. Donc, vous l'avez fait de bon gré, mais vous êtes comme un peu laissé entraîner par le fait que beaucoup de gens vous encourageaient à le faire et tout ça. Oui, tout à fait. Là. Ouais. Mais je l'ai fait, je suis heureux d'avoir fait. Puis là, maintenant, on est prêt à tourner la page. Un coup d'œil sur les 4 ans du dernier mandat dans son ensemble. Votre réalisation dont vous êtes le plus fier? Oui, réalisation qu'on a. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'est sûr que moi, je me souviendrai toujours, je venais juste de remplacer Éric, puis j'avais rencontré Paul Huot, le journaliste de Radio-Canada, dans les escaliers ici à l'Hôtel de Ville. Puis Paul m'avait dit sur quoi allez-vous vous attaquer tout de suite? T'sais? Puis moi, c'est sûr que j'avais une clé dans mon coffre, là, c'était la clé du ministère des Pêches et Océans pour le dossier de la marina. Parce que dans une ancienne vie, là, j'avais côtoyé de longue date l'ancien ministre des Pêcheries, Dominique Leblanc. Puis on savait tous que le dossier de la marina était stagnant, là, ça n'avançait pas. La ville avait toujours démontré un intérêt à se porter acquéreur de la marina, mais on avait mis des conditions. À savoir qu'il fallait absolument que la jetée soit prolongée, il fallait que le gouvernement fédéral accepte d'investir de l'argent pour la modernisation de la marina, parce que les quais, tous les pontons. Les pontons et les peignes étaient tous dans un état pitoyable. La marina avait besoin d'être draguée. Et ça, là, rapidement, je me suis embarqué dans ce dossier-là. J'avais mobilisé tous les gens qui tournaient autour de la marina, là, que ce soit l'Association des pêcheurs de crabes, les gens, bien entendu, de la marina, la Chambre de commerce, la SOPER. Et on s'est organisé une délégation, on était monté à Ottawa, puis on avait établi nos conditions. Dit, nous, on est toujours prêts à prendre possession de la marina, mais voici les conditions.
Et ça s'est réglé très, très rapidement. Là. Je me souviens que le ministre Leblanc avait dit, en sortant, il dit, Marc, il dit, Rimouski fait maintenant partie des 3 priorités nationales du ministère des Pêcheries. On va mettre l'argent là-dessus, on va t'en trouver, puis ça va se régler rapidement. Puis à l'intérieur d'un délai d'1 an, on savait qu'il y avait des fonds qui avaient été alloués à ça. Et finalement, là, on a procédé. Ça a été long. Hein. Tout est long, d'une certaine façon. Là. Il y a eu, bien entendu, la COVID. Oui. Mais on a procédé cet automne à l'inauguration de la plus belle marina probablement au Québec, là, lorsqu'on regarde... On a investi, je pense, au total près de 5 millions dans la marina. Qu'est-ce que ça... Ah, c'est plus que ça. Oui? Oh, oui, définitivement plus que ça. Parce que prolonger la jetée qui a été payée 100% par le Pêche et Océan, faire le dragage qui a été payé à 100% par Pêche et Océan, tout de suite là, je pense qu'on peut facilement, là, on n'a pas accès aux chiffres, là, mais on parle probablement entre 6 et 8 millions. En plus de ça, Pêche et Océan nous a versé un chèque de plus de 2 millions pour pouvoir contribuer au changement des pontons. Moderniser les systèmes. Moderniser les systèmes, tout ça. T'sais. Donc, ça a été des... Moi, je ne serais pas surpris qu'au total, c'est tout près de 10 millions de dollars qui ont été investis par le gouvernement fédéral dans la marine. Bien, les citoyens vous demanderaient probablement qu'est-ce que ça va nous donner. Ah, bien, ce que ça donne, c'est une carte de plus pour Rimouski. Là, il y a plusieurs plaisanciers qui habitent à Rimouski, qui font de la navigation. Pour les pêcheurs de crabes commerciaux, là, c'est le jour et la nuit. Là. Complètement. On sait que lorsqu'il y avait des tempêtes, des vents du nord-est, dans bien des cas, les pêcheurs devaient aller en mer en pleine tempête parce qu'il était trop dangereux pour eux de laisser leur bateau à l'intérieur de la marina comme telle. C'était moins périlleux d'aller en mer que de rester à quai. Exactement, exactement. Donc, ça a été, franchement, puis là, bien entendu, il y a beaucoup de touristes qui viennent, c'est une carte de visite extraordinaire. Donc, c'est un autre élément qui n'a pas coûté une fortune aux citoyens de Rimouski. Il y a un aspect, oui, il y a un aspect, vous disiez, ça apporte de l'attractivité, donc c'est un peu comme un centre de ski ou un club de golf. Quand la ville veut essayer de recruter ou que n'importe quelle organisation veut essayer de recruter du personnel, c'est toujours un plus d'avoir des infrastructures de loisirs. Ben, oui, vous avez parfaitement raison. Là. Puis ça, c'est un exemple, mais on peut penser également, là, on a réussi à finaliser le complexe sportif de Jardin à l'intérieur des montants, des coûts qui nous ont été alloués. Pierre Chandel à Éric Forêt, bien entendu, qui avait bien travaillé le dossier, un financement à 66,2%. On avait eu une surprise lorsqu'on a ouvert les enveloppes, là, qui étaient supérieures d'environ tout près de 4 millions à ce qui était estimé. Et que plutôt que de perdre un an, modifier les plans, ben là, Desjardins a levé la main, la caisse de Rimouski, puis on dit, nous, on va vous le donner le 4 millions. Puis ça nous a permis d'aller de l'avant rapidement, rencontrer les échéanciers qui étaient prévus. Et on a vraiment un site absolument extraordinaire, puis qui crée justement cette attractivité-là. Parce que les jeunes familles, les professionnels, lorsqu'ils commencent à magasiner, là, puis on le voit de plus en plus maintenant avec la crise de l'emploi, là, c'est tellement, maintenant, là, gros bout du bâton, là, c'est les travailleurs qui l'ont. Puis c'est eux qui prennent des décisions. Puis ces décisions-là ne sont pas uniquement motivées par les salaires, elles sont motivées par la qualité de vie, sont motivées par les infrastructures, qu'est-ce que mes enfants vont pouvoir faire. Donc ça vient contribuer tout à fait par rapport à ça. Et lorsque tu dis, c'est quoi d'être plus fier, ben, c'est sûr que ça, c'est 2 exemples. Mais dans les 4 dernières années, on a mis beaucoup d'efforts également dans toute la question des infrastructures communautaires. On peut penser au centre communautaire de Sainte-Blandine qui a été refait à neuf. On peut penser à la bibliothèque du BIC où on a été capable de préserver le patrimoine bâti, le presbytère. On l'a converti, une bibliothèque en plein cœur du village. C'est extraordinaire. On a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures communautaires. Donc ça a été vraiment également des belles choses. On peut penser également aux Jeux du Québec. Bien, j'allais vous dire, j'ai trouvé que vous aviez pris beaucoup de plaisir à inaugurer la piste d'athlétisme. Et ça aussi, ça fait partie des équipements qui peuvent nous faire plus attractifs. Oui, bien, c'est certain. Puis, tu sais, c'était toute une réflexion. Là. On veut-tu vraiment s'embarquer dans cette course-là pour obtenir les Jeux du Québec?
surtout sachant que les Jeux du Québec, juste avant Rimouski, c'était Rivière-du-Loup. Et là, il y avait cette crainte-là. Est-ce que le fait qu'il y a 100 km entre les deux, on risque-tu d'avoir plus de difficultés? Donc, il y avait la réflexion que le conseil municipal a dû prendre, parce que c'est quand même des investissements assez importants. C'est plus de 100 000 $ pour monter le dossier. Et finalement, on a été audacieux, puis on a dit oui, on y va. Mais à Rimouski, lorsqu'on fait quelque chose, on le fait bien. Des fois, souvent, ça prend du temps. Oui, parfois. Mais lorsqu'on le fait bien. Et puis ça, ça a permis effectivement la piste d'athlétisme qui était désirée là, depuis des années et des années et des années là, par les utilisateurs qui, ni plus ni moins, couraient presque. C'était pas une piste. Ouais. Ça avait ni qu'une tête. Donc, quand on s'y arrête, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites en 4 ans. Mais est-ce qu'il y a un projet qui est resté sur la terre que vous vous dites, oh, c'est plate, j'aurais aimé ça le faire, celui-là? Bien, c'est sûr que le dossier de la grande place, là, celle-là, il me tracassait, mais pas à peu près. Ouais. Il est complexe, ce dossier de la grande place. Puis, lorsque je disais tantôt que dans les derniers mois, tout s'est comme concrétisé. Là. Tu parlais de la piste d'athlétisme, on a procédé à l'ouverture. La marina, on a procédé à l'inauguration. On n'a pas parlé du centre animalier également, qui était un autre dossier qui a été réglé, puis bien réglé encore une fois. Mais la grande place, il y avait toute la complexité associée aux droits des propriétaires riverains. Là. Plus d'une centaine de propriétaires qui, chacun d'entre eux, avait le droit de vie ou de mort sur quelque projet que ce soit, parce qu'il doit y avoir 100% d'accord. Et ça, en juin 2019, là, lorsqu'après de nombreuses tergiversations, beaucoup de consultations auprès des propriétaires, on en est venu à la conclusion qu'il était impossible d'avoir l'accord de ces 100% des citoyens-là. Lorsqu'on est monté à Québec pour aller rencontrer les gens au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis présenter le projet de loi privé, bien, on est ressorti de là avec un accord là, qui faisait en sorte que maintenant, on passait de 100% à 66 et 2 tiers. Et ça a complètement changé la dynamique. Oui, la COVID est arrivée, ça a retardé le dossier, mais encore une fois, dans les derniers mois, on a finalement eu une entente avec le groupe Sélection qui fait en sorte que là, on compte en mois. Là. Vous ne verrez pas nécessairement, mais vous allez peut-être voir le début. Ah, ben, en fait, moi, je ne le verrai pas comme maire, mais je peux t'assurer d'une chose. Je vais probablement essayer de me trouver une masse la journée qui vont commencer à démolir la grande place au printemps. Parce que ça, là, c'est vraiment la fondation de toute la stratégie visant la mise en valeur du centre-ville. Parce que on a identifié ça comme une priorité, la mise en valeur du centre-ville. Un des enjeux qu'on a qui rend ça plus complexe, c'est que souvent, là, si on veut refaire, par exemple, l'aménagement des rues, des choses comme ça, on va toujours profiter des subventions provinciales associées à l'argent requis pour faire le changement de canalisation, les aqueducs, les égouts. Le problème qu'on a dans le centre-ville de Rimouski, c'est que les aqueducs et égouts ne sont pas suffisamment vieux pour avoir droit à ces subventions-là. Ça veut dire que plutôt que d'être subventionné à 50, 60% par le gouvernement du Québec, c'est 100% des dépenses qui doivent être payées par la ville de Rimouski, par les citoyens et citoyennes. Fait qu'on a commencé quand même à mettre de l'argent de côté pour avoir de l'argent pour le centre-ville. Dernièrement, le gouvernement du Québec nous a accordé un autre 750 000 $. On est la seule ville dans l'Est du Québec qui l'a eu pour la mise en valeur du centre-ville. Et ce que moi, je souhaite ardemment, c'est que là, maintenant qu'on va procéder à la vente de certains terrains qui abritent les 2 tours et la grande place, à plusieurs millions de dollars, moi, je veux que cet argent-là, c'est mon souhait, soit pris et soit mis spécifiquement dans le dossier de mise en valeur du centre-ville. Puis là, on va se ramasser bientôt avec un 3, 4, peut-être 5 millions de dollars qu'on va pouvoir commencer à avancer là-dessus. Fait que 2022 va être une année charnière en matière de travaux dans le centre-ville. Là, c'est sûr qu'il va falloir s'habituer à cette nouvelle réalité-là, les camions, il va y avoir beaucoup d'impact. Mais par la suite, on va pouvoir continuer à avancer dans le centre-ville, puis je pense que le coût d'envoi est vraiment donné à ce niveau-là. Parfait. Bon, malheureusement, il s'est passé quelque chose dans le mandat de 4 ans qui a, disons, embarrassé les citoyens, le fameux conflit entre Mme Proulx et les autres membres du conseil. Est-ce que, à votre point de vue, avec le recul,
l'expulsion de Mme Proulx des comités pléniers était la chose à faire? Et est-ce que, une fois pour toutes, on peut dire que ce sont tous les autres membres du Conseil qui ont pris la décision? Oui, bien ça, c'est. Puis, je suis content de t'entendre, Pierre, dire que tu le positionnes comme étant vraiment un conflit entre Mme Proulx et les membres du Conseil, parce que c'était vraiment ça. Puis, il y a eu deux grandes phases à ça. Il y a eu un événement en mai 2019, mai 2020, effectivement, qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé dans une situation où les membres du Conseil m'ont informé qu'ils ne désiraient plus siéger dans les comités pléniers tant et aussi longtemps que Mme Proulx y siégeait. C'est ça. Fait je me souviens de convoquer une assemblée extraordinaire, tous les membres du Conseil, uniquement les élus, pas de fonctionnaires. Et c'était en Zoom à ce moment-là, parce qu'on était déjà dans cette période-là. Et d'entrée de jeu, j'ai offert à Mme Proulx d'avoir un peu de temps pour nous expliquer sa version des faits, parce qu'il y avait eu un élément déclencheur. Bon, suite à ça, on a informé Mme Proulx qu'il y aurait une réflexion qui serait faite par les membres du conseil municipal et j'ai donné l'opportunité aux conseillers de se prononcer, de savoir s'ils voulaient ou non que Mme Proulx soit exclue des comités pléniers. Et de façon très majoritaire, les conseillers ont dit qu'ils désiraient voir Mme Proulx exclue. C'était pas unanime, c'était majoritaire. Très majoritaire, c'est ça. Donc, j'ai tout simplement entériné la décision des membres du conseil. Cela dit, il y avait un désir quand même de réintégrer Mme Proulx. J'ai fait des démarches auprès du ministère des Affaires municipales pour trouver un médiateur qui pourrait justement rencontrer Mme Proulx. Déjà, là, on entendait beaucoup, Mme Proulx avait un peu personnalisé le débat en disant que c'était un conflit entre elle et moi, alors que c'était vraiment avec les membres du conseil. Justement, dans le but de maximiser les chances de trouver une solution pour pouvoir réintégrer Mme Proulx, j'ai accepté de ne pas participer à la médiation. Normalement, la médiation aurait dû avoir lieu entre Mme Proulx et moi. À la place, c'est deux conseillers qui ont été délégués pour représenter les membres du conseil puis agir à titre de partie dans cette médiation-là. Il y a eu quelques rencontres et par la suite, le médiateur a tout simplement fait son rapport. Et suite au rapport du médiateur, à ce moment-là, il y a eu un autre vote qui a été pris de la part des membres des conseillers et conseillères. Et lors de ce deuxième vote, c'était l'entièreté, 100% des conseillers et conseillères qui ont choisi de continuer l'exclusion de Mme. Est-ce que vous pensez que ça a perturbé les activités du conseil municipal? C'est certain que ça a perturbé. Ça a eu un impact négatif. À Rimouski, on n'est pas habitué à la chicane. On le voit dans plein d'autres villes là, où il y a des partis, puis il y a de la chicane. Nous, à Rimouski, on a toujours eu un conseil composé de conseillers indépendants. Puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Parce que dans les villes, souvent aussi populeuses que Rimouski, où tu as deux partis, par exemple, ben, c'est pas compliqué, là. Tu as deux lignes de partis, puis tes conseillers conseillères, ton chef donne la ligne, tu suis. Ici, à Rimouski, c'est pas ça. Puis ça, c'est plaisant, c'est très intéressant. Mais il y a quand même, ça a été médiatisé, il y a eu beaucoup d'allégations qui ont été Il y a eu des accrochages dans des assemblées publiques. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'était pas un moment plaisant. Cela dit, je ne vous cacherai pas que pour les travailler en comité plénier, par la suite, c'était beaucoup plus facile. C'était beaucoup plus facile parce que les conseillers et conseillères se sentaient à l'aise de faire valoir leur point de vue sans peur que leurs propos soient retransmis à l'extérieur. Et ça a vraiment changé le climat de travail. Donc, je dirais que dans la dernière année et demie, là, c'était extrêmement plaisant de travailler dans un comité plénier. Est-ce que vous, M. Parent, vous avez des regrets sur votre mandat? Des regrets? Bien,
on part du principe que je savais d'entrée de jeu que je ne me représentais pas. Moi, je me plais à dire que je ne suis pas un politicien traditionnel. Puis je qualifierais un politicien traditionnel comme quelqu'un qui, avant de dire ou faire quoi que ce soit, va toujours se poser la question, quel impact sur ma popularité est-ce que mon geste va avoir? Moi, c'est pas une question de popularité parce que je ne me représentais pas aux prochaines élections. Comme un premier ministre qui essaie de se faire réélire. Ben, exactement. On va lui faire des annonces plaisantes, puis oui. C'était pas mon cas. Fait que c'est sûr que, tu sais, je suis un gars de conviction, puis en anglais, on dit, là, call a spade a spade. Okay? Fait que j'ai pris des positions qui, dans certains cas, m'ont été néfastes politiquement. Puis je peux, entre autres, penser au moment où je persiste et signe, je continue à croire que Rimouski, nous sommes pénalisés de longue date parce que le comté de Rimouski, peu importe que ce soit au provincial ou au fédéral, on est toujours dans l'opposition. Puis bien entendu, lorsqu'on pose la question aux députés, bien, ils ne pourront pas dire que c'est vrai parce qu'ils font partie de l'opposition. Fait que c'est certain que lorsque j'ai sorti, puis j'ai suggéré par exemple à Guy Caron de changer de parti pour les élections fédérales, ben, ça a eu un impact sur ma popularité parce que Guy était un gars super populaire. T'sais. Fait que, mais c'est quelque chose que je croyais. C'était fondamental, je l'ai fait, je l'ai dit, puis c'est ça. Puis de nos jours, la critique est très sévère avec les médias sociaux. Il y a des choses qu'on vous a dites qui étaient absolument inacceptables. Ah ouais, mais ça, de toute façon, il y a toujours des commentaires sur les médias sociaux. On l'a vu là, dans le temps de la COVID. Puis ça, tu poses la question, fier de quoi pendant les réalisations du mandat? La façon que la ville de Rimouski a géré la COVID, ça, c'est assez bien. C'est assez, même, je dirais, exceptionnel. Parce que, moi, je me souviens, au tout début, là, c'est arrivé, puis je pense que c'est la semaine après, lorsque ça a commencé à tout fermer, parce qu'au début, je me souviens, ils ont annoncé la fermeture de certaines activités. Fait que rapidement, j'ai dit au directeur général, j'ai dit, bon, ben, diminuons le nombre de personnes qui peuvent participer aux activités de bain libre, au patinage, diminuons de 50% la capacité d'accueil. On a mis ça en place rapidement. Mais finalement, ça n'a pas été long, ils ont tout fermé. T'sais. Fait que, il y avait encore de la neige. Fait que, au directeur général, j'ai dit, on va commencer, on va donner l'opportunité aux citoyens, aux citoyennes de sortir dehors, de faire de l'exercice. On a fait déneiger les sentiers. On voulait que les gens sortent dehors. Je me souviens, on avait mis des panneaux, on a fait faire des panneaux pour expliquer un peu aux gens comment marcher à la promenade, différentes choses comme ça. On était très proactifs pour donner des opportunités aux gens de sortir. Le parc Lepage, qu'on a tout illuminé l'hiver dernier, là, ça a été un succès fou. Les gens étaient dehors, la gratuité pour les skis de fond, les patins au parc Beau Séjour, parce que une des premières versions qu'on avait eues de la part des fonctionnaires, c'était ben, fermons le prêt de patins, le prêt de ski de fond. Puis nous, au conseil, on a dit non, on veut être proactif. Fait qu'on a donné ça tout gratuit. Puis ça a été vraiment des belles décisions. Puis lorsque je me rendais, par exemple, aux réunions de l'Union des municipalités du Québec, au tout début, on le voyait, là, il y avait la majorité des maires, mairesses, avaient plutôt fermé leurs activités. Ils avaient interdit l'accès au parc, ils avaient interdit l'accès aux jeux. Alors que nous, on a fait tout le contraire. Puis moi, je pense qu'on a extrêmement bien géré la COVID. Puis ça, encore une fois, je pense que c'est un chapeau à toute l'administration municipale, puis aux conseillers et conseillères. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Rimouski, M. Panet? Ah, bien, je vois, Rimouski est voué à un bel avenir, ça c'est certain. On a, au niveau des services, on est vraiment gâtés. On connaît tous l'importance, bien entendu, de l'Internet haute vitesse, que ce soit à Rimouski ou même dans toute la MRC. Il faut vraiment se cacher loin pour ne pas avoir accès à la fibre optique. On a un milieu de vie extraordinaire. On peut allier travail, loisirs. Puis ça explique un peu la raison pour laquelle il n'y a plus de maison à vendre présentement à Rimouski. Plein de gens des régions centrales ont décidé de s'en venir, comme par exemple à Rimouski. Et moi, je pense que il y a l'évolution là, en matière de télétravail, puis tantôt, sans être filmé, on parlait par exemple du député fédéral. Oui. Ben moi, là, j'ai un message à dire au député fédéral. Là.
c'est que on comprend tous là, que la marge de manœuvre là, d'un député dans l'opposition est un petit peu difficile. Mais il y a une chose qu'il peut vendre, qu'il peut pousser, c'est la délocalisation des fonctionnaires fédéraux grâce au télétravail. Pourquoi est-il nécessaire, lorsqu'on ouvre un poste, de l'attacher, par exemple, à la ville d'Ottawa, alors que les fonctionnaires peuvent très bien travailler à partir de Rimouski, en télétravail, pour nourrir la bête fédérale à Ottawa. Dans les appels de candidature, on met toujours Ottawa parce que c'est forcément le fédéral. Les appels de candidature sont géolocalisés, alors que la réalité actuelle fait en sorte que ça peut être ouvert partout. Récemment, il a commencé à le faire un peu. Ma fille, qui travaille maintenant pour Santé Canada, son poste d'attache, je pense qu'il est à Vancouver. Elle demeure à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, 100% télétravail. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que le Bloc québécois devrait prendre de bâton du pèlerin, puis commencer à demander au gouvernement d'afficher des postes ouverts au Canada, sans qu'ils soient nécessairement attachés à une ville bien précise. Et ça aura un impact encore plus positif pour des régions comme Rimouski, qui sont hyper attractives et qui peuvent permettre aux travailleurs et aux travailleuses, aux fonctionnaires fédéraux, de compléter leur travail à partir de Rimouski, de recevoir des salaires très avantageux, parce qu'on sait qu'au fédéral, les employés sont bien payés avec des bons fonds de pension, et continuer à faire développer une ville comme Rimouski. Les gens l'ignorent peut-être, mais vous êtes en poste jusqu'à la sermentation du prochain maire. Le lendemain, qu'est-ce qui arrive à Marc Parent? Qu'est-ce qui se passe pour Marc Parent? Qu'est-ce qui s'en vient pour Marc Parent? Ben, en fait, ça a déjà commencé un peu. C'est sûr que là, dernièrement, là, j'ai commencé à mettre encore plus en forme physique. Là. J'ai commencé à courir en montagne là, presque à tous les jours. Là. Le matin, j'ai changé un peu mon horaire. Je viens au bureau l'après-midi. Tantôt, je suis allé voir un ami qui a une cabane à sucre. Commencer à parler un peu, puis c'est probablement le genre de choses que je pourrais faire, aller l'aider. Il y a les Jeux du Québec qui s'en viennent en 2023, ça c'est certain que j'ai l'intention de m'impliquer comme bénévole. Là. Mais je pense que, à l'âge que je suis rendu, là, ça commence à être temps de penser vraiment à moi, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que pour vous, c'est vraiment terminé la politique? Bon, on ne peut jamais prévoir le futur, là, mais ce que je peux dire, c'est que je pense que je vais être très, très bien là, à partir du lundi 15 novembre. Votre priorité, c'est de relaxer puis de prendre soin de vous. Ma priorité, c'est de prendre soin de moi, penser à moi un peu. Ça a été exigeant, ça a été éprouvant, comme plusieurs autres mairesses qui ont décidé de ne pas se représenter. Entre autres choses, à cause souvent des médias sociaux. Là, je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle je ne me présente pas, c'est pas le cas. Mais c'est difficile. C'est difficile. Souvent, les gens se font une image de toi sans jamais t'avoir rencontré, sans jamais t'avoir parlé. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. OK. Bien, merci beaucoup, M. Parent, puis bon succès dans vos prochaines entreprises. Merci beaucoup, M. Michaud.